Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. C'est un sommet très attendu pour 3 États d'Afrique de l'Ouest. L'Union africaine pourrait décider d'une éventuelle levée de la suspension du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée de ces instances. L'UA se réunit samedi et dimanche à Addis Abeba. Nouvelle tension autour de l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal. Jeudi, le candidat à la présidentielle a été tiré de force hors de son véhicule par les forces de sécurité. L'incident a eu lieu après le report de son procès pour diffamation, un procès qui pourrait déterminer son éligibilité aux prochaines élections. Et après 2 ans de fermeture, les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire ont rouvert dans la nuit du 15 au 16 février. Elles étaient fermées depuis mars 2020 et le début de la pandémie de Covid-19, de quoi susciter une bouffée d'oxygène chez la population. Je vous le disais en titre, le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine a décidé de se réunir pour décider d'une éventuelle levée de la suspension du Mali, du Burkina et de la Guinée, des organes de décision de l'UA et de la CEDEAO. Pour le moment, aucune date sur cette réunion n'a été donnée par l'Union africaine qui tient son sommet ce week-end à Addis Abeba. Émeric Torroignan. Côte à côte, les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée ont demandé il y a une semaine la levée de leur suspension des instances de décision de la CEDEAO et de l'Union africaine. Une plaidoirie est intervenue à l'issue d'une réunion à Ouagadougou pour jeter les bases d'une fédération des 3 pays dirigée par des militaires putschistes. Les 3 ministres avaient annoncé à l'occasion leur intention de mutualiser leurs efforts pour obtenir cette levée. Soucieux du principe d'équité, ils ont convenu de mutualiser leurs efforts et d'entreprendre des initiatives communes pour la levée des mesures de suspension et autorestriction. Une semaine après cette déclaration, la machine est lancée. Les 3 ministres des Affaires étrangères se sont rendus ce vendredi à Addis Abeba, à quelques heures du sommet de l'Union africaine qui se tient samedi et dimanche. Leur mission, essayer de convaincre les responsables de l'organisation continentale de lever les mesures de suspension. Cette question n'a pas encore été discutée. Il y aura une réunion du Conseil Paix et Sécurité qui va examiner ces requêtes. Donc il n'y a pas encore de décision dans ce sens. La délégation conjointe des 3 pays poursuivra ces consultations, mais elle ne participera pas au sommet du fait justement de la mesure de suspension. Après le ministre comorien des Affaires étrangères, elle rencontrera le président comorien Azali Soumani, puis Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'UA ou encore le président de la commission de la CEDEAO et d'autres personnalités. Au Mali, le Conseil national de transition se penche à partir d'aujourd'hui sur la révision de la loi électorale. Le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, a convoqué cette session extraordinaire la veille seulement par décret. Le référendum sur la nouvelle constitution est officiellement programmé le mois prochain. La future présidentielle dans tout juste 1 an, en février 2024. Et entre les deux élections, le pays organisera des élections législatives et territoriales selon le calendrier annoncé par les autorités de transition. En RDC, les élections présidentielles sont prévues en décembre de cette année, mais des inquiétudes planent sur la tenue de ce scrutin dans l'est du pays, ravagé par les groupes armés qui occupent des portions de territoire. Malgré la situation sécuritaire préoccupante hier, les autorités ont lancé l'opération délicate de recensement des électeurs dans la région. Mathieu Nicolas. Depuis jeudi, la file d'attente ne fait que s'allonger. Ici à Goma, ils sont nombreux à vouloir récupérer le précieux bout de papier qui leur permettra d'aller voter pour les prochaines élections présidentielles. À l'intérieur, c'est tout un protocole, photo d'identité, enregistrement de l'iris, empreinte digitale. Après avoir passé toutes les étapes, on obtient sa carte. Je suis arrivée ici très tôt pour récupérer ma carte d'électeur. J'ai pu accéder à la salle, mais je me rends compte que la qualité est vraiment médiocre. Regardez, l'image est très noire. Je ne comprends pas comment elle peut être d'aussi mauvaise qualité. On se demande si c'est le nouveau modèle de carte. L'enrôlement ou recensement des électeurs, c'est une opération délicate, surtout dans cette région à l'est du pays, infestée de groupes armés et qui occupe des portions du territoire.
L'armée et la police ont été mobilisées à l'occasion pour la sécurisation du processus électoral. Mais les Congolais qui vivent dans des zones occupées par les M23, eux, ne pourront être recensés et donc ne pourront aller voter. Ce que nous demandons au gouvernement de la République est de fournir autant d'efforts pour chasser l'ennemi, pour chasser les M23, afin que chaque Congolais puisse être capable de prendre sa carte d'électeur. Parce que si ça continue comme ça, donc, nous sommes en train de légitimer les rebelles avec cette partie qu'ils ont déjà prise. Pour les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, l'important est de recenser un maximum d'électeurs dans cette région difficile à couvrir par l'organe électoral. Pour l'instant, pas d'incident à signaler. Le gouvernement compte sur la présence de l'armée et de la police pour le bon déroulement du recensement. La fin des opérations d'enrôlement dans cette partie du pays se termine le 17 mars. La junte au pouvoir en Guinée a menacé vendredi d'interdire les principaux partis politiques après un appel à manifester des troubles qui ont fait jeudi 2 morts par balle. 2 jeunes âgés de 16 et 19 ans. C'était dans la banlieue de Conakry, la capitale. Des heurts ont éclaté où l'opposition avait appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir. Échauffourée également au Sénégal, hier jeudi, alors qu'il sortait du tribunal de Dakar après le report de son procès pour diffamation. Ousmane Sonko, l'opposant et candidat à la présidentielle, a été sorti de force de son véhicule. La scène est filmée par son chauffeur et fait le tour des réseaux sociaux. Plus de détails avec Souilas Baye. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Ousmane Sonko, tiré de force de son véhicule. La vidéo est prise par son chauffeur et rapidement diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en uniforme casser les vitres et tenter d'extirper le leader de l'opposition Yewwi Askanui après sa comparution devant le tribunal dans une affaire dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Est-ce que des porteurs ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Je pose la question avant. Illustration de la tension autour du leader politique sur ces images amateurs. En marge du procès, des soutiens à Ousmane Sonko se sont réunis devant les portes du palais, mais rapidement, les forces de sécurité les ont dispersés par des gaz lacrymogènes. Ces incidents ont eu lieu après le report du procès qui s'est tenu jeudi et qui a finalement été renvoyé au 16 mars prochain. Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux par le ministre du Tourisme. L'opposant avait publiquement accusé Mame Mbaye Niang d'avoir été épinglé dans un rapport de l'Inspection générale d'État pour des détournements. Pour Ousmane Sonko, cette plainte du ministre est une instrumentalisation de la justice par le pouvoir du président Macky Sall et une manœuvre destinée à l'écarter de la course à la présidentielle prochaine. Et direction à présent la Côte d'Ivoire. Depuis le Covid-19, les frontières terrestres du pays étaient restées fermées. Presque 3 ans que les commerçants, les frontaliers et les professionnels des transports ont vu leur activité ralentir. Alors, la réouverture apparaît pour les habitants comme une bouffée d'oxygène. Mathieu Nicolas. Il était temps. À Noé, c'est la libération. Il y a quelques heures encore, les frontières terrestres ivoiriennes étaient fermées. Mais c'est terminé. Le gouvernement a ordonné leur réouverture. Désormais, il suffit simplement de se soumettre au contrôle douanier et à des tests anti-Covid. Les premiers heureux, ce sont les chauffeurs. Je suis très content même parce que ça me permet de prendre mon bus depuis Niamey jusqu'à Abidjan et d'Abidjan jusqu'à Niamey. Ça fait 3 mois que je suis rentré à Abidjan. Ça m'a fait très mal. Aujourd'hui, je suis content que je vais rentrer voir Abidjan, mes anciens amis, vous voyez. 3 ans, c'est long. De nombreux habitants de cette localité n'ont pas pu retrouver leurs proches qui vivent juste à côté au Ghana. Ils vont enfin les revoir. Et pour les commerçants, le business va reprendre des couleurs. La majorité des clients d'Adamou venaient du Ghana voisin. Du jour au lendemain, plus aucun d'eux ne venait. Ces produits invendus se périmaient. Aujourd'hui, c'est comme une délivrance. Comme hier, on a entendu que vraiment il y a l'ouverture. Donc ce matin, vous-même, vous pouvez faire le constat. J'ai fait venir un camion, j'ai fini de décharger, j'ai mis dans le magasin. Donc à là, on espère que vraiment ça va commencer à marcher encore. Ah, hier là même, je n'ai jamais dansé, mais hier là, j'ai dansé. Hier là, j'ai dansé. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène pour nous.
c'est une joie totale. C'est comme si on est mort et puis on est revenu. La Côte d'Ivoire, frontalière du Ghana, mais aussi du Libéria, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, a été relativement épargnée par le Covid-19 avec environ 800 morts. La fermeture des frontières terrestres en vigueur depuis bientôt 3 ans est désormais levée grâce à une évolution sanitaire et économique favorable. Si la réouverture des frontières va relancer l'économie, c'est aussi un moyen de pouvoir à nouveau contrôler les flux migratoires, alors que la Côte d'Ivoire est particulièrement confrontée à un afflux de réfugiés du Burkina Faso qui fuient les violences djihadistes dans leur pays. En Afrique du Sud, après les inondations qui ont touché le nord-est du pays, les autorités et des organisations non gouvernementales volent au secours des sinistrés. Isolés pendant plus d'une semaine, les habitants de Mékéméké, dans la province de Mpumalanga, ont reçu des colis alimentaires depuis plusieurs jours et n'ont pas pu se rendre dans les magasins pour se ravitailler. Laurent Leleu. L'Est de l'Afrique du Sud tente difficilement de se remettre des inondations qui ont causé la mort de 12 personnes ces derniers jours. Dans la province de Mpumalanga, l'une des régions les plus touchées du pays, il est toujours très difficile d'accéder à certains villages. Tous les ponts se sont effondrés, donc vous ne pouvez pas conduire jusqu'au village. Vous avez besoin d'un hélicoptère pour aller là-bas. Aujourd'hui, mon collègue s'est rendu dans les autres villages qui étaient complètement bloqués. C'est comme s'ils étaient sur une île. C'est pour ça qu'ils ont dû utiliser un hélicoptère de l'armée pour distribuer des colis alimentaires et faire l'évaluation sur place. Lundi, la présidence a déclaré l'état de catastrophe nationale. Et pour venir en aide aux populations isolées, l'administration va mettre à disposition un hébergement à court terme, de la nourriture et de la literie pour ceux qui ont tout perdu. Ces personnes ont eu très peur. Ils avaient peur de ne pas avoir de nourriture. Leurs maisons sont endommagées. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Mais maintenant, nous sommes reconnaissants que le gouvernement soit arrivé. Et ils ont apporté de la nourriture avec eux. Et cela va nous aider à nous en sortir. Je suis reconnaissant. En plus de l'aide aux sinistrés, le gouvernement a annoncé que les dégâts considérables qu'a provoqué cette nouvelle catastrophe naturelle seront pris en charge par un grand plan pour réparer les infrastructures brisées. Mais dans l'immédiat, ce qui préoccupe le plus les humanitaires et les Sud-Africains, ce sont les nouvelles pluies prévues tout le reste de la semaine, avec l'arrivée d'une dépression tropicale. La situation est très mauvaise parce que maintenant ils reçoivent des avertissements au sujet de la météo, selon lesquels nous pouvons avoir plus de pluie. Alors nous croisons les doigts pour dire qu'il n'y a plus de pluie jusqu'à ce que nous ayons terminé la distribution. Parce que maintenant d'autres personnes sont dans les salles communautaires, les écoles, leurs maisons sont encore pleines d'eau. Cet épisode météorologique n'est malheureusement pas exceptionnel. L'année dernière, déjà, le pays avait subi les plus graves inondations de son histoire, avec des pluies diluviennes qui avaient tout emporté sur leur passage, faisant plus de 400 morts et de nombreux disparus. L'appel du HCR pour 1 million de réfugiés de RDC, leur pays d'accueil, le débat d'exercice naval controversé avec la Russie et la Chine et plus de 41 000 morts en Syrie. C'est le reste de l'actualité réalisée par Soulas Bailly et Noël Dang. Le HCR, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, a lancé ce vendredi un appel pour venir en aide à 1 million de réfugiés de la République démocratique du Congo et aux pays africains qui les accueillent. Alors que la situation sécuritaire se dégrade à l'est de la RDC, le HCR et ses partenaires lancent un plan régional de réponse pour les réfugiés. Objectif, fournir une assistance humanitaire urgente et une protection aux réfugiés congolais cette année. Le plan envisage de mobiliser 605 millions de dollars destinés à apporter un soutien aux réfugiés congolais qui ont trouvé refuge dans les pays voisins et au sud du continent. Il vise également à apporter un soutien aux communautés d'accueil. Plus d'1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile congolais sont actuellement accueillis dans différents pays du continent africain, la majorité en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda, en Zambie, au Congo-Brazzaville et en Angola. En Afrique du Sud vont démarrer des exercices navals controversés avec la Russie et la Chine. Ces exercices suscitent l'inquiétude sur la scène internationale dans le contexte de la guerre en Ukraine. La manœuvre principale aura lieu du 22 au 27 février au large de Durban au sud-est et de Richards Bay au nord. Ces exercices conjoints avec les marines russes et chinoises, impliquant plus de 350 militaires sud-africains, ont pour but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a exprimé l'inquiétude des États-Unis.
L'Association des Ukrainiens en Afrique du Sud a appelé à manifester vendredi au Cap et samedi à Durban. L'Afrique du Sud a adopté une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a près d'un an, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. La ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, a de son côté déclaré que tous les pays effectuent des exercices militaires avec leurs amis. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février a dépassé les 41 700 morts, dont plus de 38 000 en Turquie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé jeudi un appel à l'aide internationale afin de récolter $1 milliard pour venir en aide aux deux pays dévastés. En attendant, près de 150 camions d'assistance sont arrivés en Syrie en une semaine, depuis 2 points de passage de Bab el-Awa et Bab el-Salam à la frontière turque. Le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU a précisé s'attendre à des convois chaque jour. L'assistance va de la nourriture à du matériel, notamment médical. 11 jours après la catastrophe, quelques rescapés ont encore été retrouvés sous les décombres. Mais, au fur et à mesure que le temps passe, les chances de retrouver d'autres survivants s'amenuisent. Et à moins d'une semaine du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, 150 pays se sont retrouvés en Allemagne pour la conférence de Munich sur la sécurité. 3 jours d'échanges et de débats sur le thème de la sécurité mondiale avec un coup de projecteur sur l'Ukraine et les relations sino-américaines. Laurent Leleu. C'est aujourd'hui, vendredi 17 février, que s'ouvre la 59e conférence de Munich, un forum de débat sur la politique internationale de sécurité qui va réunir pendant 3 jours les responsables politiques de près de 150 pays. Et bien entendu, l'Ukraine sera au cœur de toutes les discussions. Aujourd'hui, un an après, nous pouvons déjà tirer quelques leçons. La première est que nous devons soutenir l'Ukraine. Les alliés de l'OTAN ont fourni à l'Ukraine un soutien militaire d'un niveau sans précédent. Nous devons continuer et maintenir notre soutien. Parce que si le président Poutine gagne en Ukraine, ce sera une tragédie pour les Ukrainiens, mais ce sera aussi dangereux pour nous tous. Un constat que ne peut que partager Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui s'est adressé aux représentants présents lors de cette conférence, répétant inlassablement le même message. Nous avons besoin de vitesse. Vitesse pour conclure nos accords, vitesse des livraisons pour renforcer notre combat, vitesse des décisions pour limiter le potentiel russe. Il n'y a pas d'alternative à la vitesse, car c'est d'elle que dépend la vie. Un message qui s'adresse à tous les alliés de l'Ukraine et plus particulièrement aux États-Unis. Premier soutien du gouvernement de Volodymyr Zelensky. Mais le chef d'État ukrainien avait un autre message à passer. Un message pour l'avenir. Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'Union européenne. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'OTAN. Si la Russie n'a pas été invitée à Munich, la Chine, elle, sera bien présente à cette conférence. Elle qui a des relations de plus en plus tendues avec le gouvernement Biden. Alors si les représentants de la défense des deux pays ne se sont pas parlé depuis qu'un ballon chinois ait survolé par mégarde les États-Unis, le face-à-face des deux plus grandes puissances mondiales sera aussi au cœur de nombreuses discussions. Joe Biden, le président le plus âgé en fonction, est en bonne santé. Ce sont les conclusions de son bilan médical rendu public par la Maison-Blanche. Son praticien, qui le suit depuis des années, a conduit une série d'examens, dont en particulier un examen neurologique extrêmement détaillé. Il note qu'une lésion a été prélevée de la poitrine du président et fera l'objet d'une biopsie. Pas de quoi freiner le président qui laisse de plus en plus planer son intention de se représenter à la présidentielle de 2024. En France, c'est le dernier jour pour les députés pour examiner en première lecture la réforme des retraites. Une question se pose, est-ce que les députés auront le temps d'aborder l'article 7, lequel cristallise toutes les tensions et qui prévoit l'âge de départ à la retraite à 64 ans ? Mercredi, les députés de la NUPES ont retiré quelques 3000 amendements, soit 90% de l'ensemble déposé initialement. Suffisant ou pas, l'examen s'arrêtera ce vendredi à minuit au Palais Bourbon. Une course contre la montre pour les députés de différents bords politiques. Écoutez, quelques réactions. Ce que j'espère, c'est que les insoumis qui ont 90% des amendements retirent leurs amendements pour qu'on en arrive
un débat sur l'article 7, c'est-à-dire l'augmentation de l'âge de la retraite. Ce serait dommage de ne pas avoir ce débat, ce serait même préoccupant, je trouve, pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais c'est eux qui le décident. On va sans doute retirer quelques milliers d'amendements pour quand même avancer, mais il n'en demeure pas moins que de toute manière, vous savez, le temps contraint, de toute façon, ne permettait pas d'examiner 21 articles. Nous, les écologistes, nous sommes persuadés qu'il faut aller au débat sur l'article 7. C'est le cœur de la réforme, c'est ce dont les Français discutent, c'est ce pourquoi ils défilent, donc on doit l'étudier. C'est pour ça que dès mardi, nous avions retiré plus de 400 amendements. Et on se quitte sur ces éblouissants spectacles de lumière du festival annuel de Farja aux Émirats Arabes Unis qui ornent les façades des mosquées les plus emblématiques de l'Émirat et qui mettent en valeur leur esthétique, leurs détails architecturaux et leurs motifs ornés. Observez. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du journal de Télé Sud. Bonne suite de programme et bon week-end.